Voilà. Est-ce que ça va, Jacqueline? Très bien. Bon. Donc, vous nous voyez bien, vous voyez au moins 5 personnes, c'est bien ça? 6. Avec vous, ça fait 6. Non. Ah, ouais. Ah oui, 6, oui. Avec moi, ça fait. L'équipe du CEMA, c'est vous qui la voyez. Comme ça vous fait un public. D'accord. D'accord? D'accord. Et bon, pour l'instant, l'équipe du CEMA est silencieuse, mais je vais quand même ouvrir pour que vous puissiez pour qu'ils puissent vous saluer. Je sais qu'ils ont très envie de vous saluer. Bonjour Jacqueline, Bertrand. Je suis ravi vraiment de ce moment passé avec vous. Et merci de vous prêter à cette expérience. Bertrand, c'est le président du CEMA. Il y a aussi Nathalie Tisser-Bonnet qui est la responsable des Mardes. Bonjour Jacqueline. Vous la voyez, Nathalie? Je suis ravie de vous revoir, Jacqueline. Ensuite, il y a Alexandra qui est là aussi, qui s'occupe des maisons au Liban, qui est chef de projet pour les maisons de la paix. Bonjour Jacqueline, ravie de vous retrouver. Et puis, il y a aussi Vincent qui est là. Bonjour Jacqueline. Et notre chargé de mission. Il nous manque encore notre présidente et notre secrétaire générale, Hélène, que vous avez déjà eu au téléphone tout à l'heure. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez bien tout le monde? Je vois tout le monde. Alors, j'espère que vous allez tous bien et que vos proches aussi vont bien. Avant de commencer ce webinaire, je voulais vous donner quelques petites précisions sur la manière dont il va se dérouler. Alors, on va commencer dans quelques minutes, une fois que tout le monde sera bien installé, sachant, comme je l'ai dit, que vous êtes plus de 220 inscrits de toute la France et même de l'étranger, à vouloir assister à la conférence de Jacqueline Morino sur le thème « Demain comme hier, pour un nouveau regard sur l'avenir ». Alors, la conférence de Jacqueline Morino va durer à peu près 30 minutes et elle sera suivie par des réponses aux questions que vous pourrez poser. Eu égard au nombre de participants, on ne pourra malheureusement pas vous permettre de poser toutes les questions à l'oral. Et donc, on vous prie déjà de nous en excuser parce que ce webinaire ne peut pas se faire avec un accès direct. Par contre, vous pouvez poser toutes vos questions à l'écrit en cliquant sur l'icône qui se trouve en bas, Q et R, questions et réponses. J'espère que tout le monde voit cette icône. Il y a déjà certaines personnes qui l'ont utilisée. Et vos questions et vos remarques sont visibles a priori par tous. Et je verrai personnellement les relayer après l'intervention de Jacqueline Morino. Si vous souhaitez que votre nom soit cité, n'hésitez pas à le mentionner dans vos questions ou vos remarques. Et le temps consacré aux questions et aux réponses de Jacqueline Morino sera d'environ une trentaine de minutes, voire un petit peu plus si besoin. Par contre, à 20h ou plus tard, on va célébrer la fin de ce premier webinaire avec Jacqueline Morino. Et dernière précision, ce webinaire est enregistré et sera accessible sur le site du CEMA, cemafor.org. Donc, merci pour votre patience. Et si vous êtes tous médiateurs, vous savez à quel point la patience est une vertu à la fois rare et en même temps commune à l'ensemble des médiateurs, parce qu'il faut pouvoir attendre qu'un processus, à un moment donné, puisse basculer. On ne sait jamais quand ça va basculer, donc je ne sais pas non plus quand le webinaire va pouvoir pleinement commencer. Donc, en attendant, certains vont prier, d'autres vont espérer, et moi, je m'en remets à la vie. Bon, tout le monde, ou presque, vous connaît, Jacqueline Morino, que ce soit à travers vos livres, votre enseignement ou vos médiations, mais vous n'avez pas toujours été médiatrice. C'est peut-être ce que tout le monde ne sait pas. Avant d'être la pionnière de la médiation pénale et la fondatrice de la médiation humaniste, vous avez fait des études d'archéologie, de numismatique grecque et avez même été chercheur au British Museum. Et c'est en 1983 que vous entrez en médiation suite à un appel du ministère de la Justice qui vous charge de créer la première expérience de médiation pénale en France et en Europe pour le parquet de Paris. 1983, ça fait déjà, si je calcule bien, 37 ans. Et pour répondre à cette demande du ministère de la Justice, vous allez fonder le CMFM qui existe toujours, le Centre de médiation et de formation à la médiation. Et depuis, vous enseignez, alors peut-être que ce terme-là ne vous convient pas, je crois, vous enseignez, vous transmettez, et je dirais même vous incarnez
la médiation humaniste en France et à l'étranger. Et aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de ce webinaire, le premier. Donc, on bricole un peu, excusez-nous, dont le thème est Demain comme hier pour un nouveau regard sur l'avenir. Donc, je vous remercie, chère Jacqueline, d'être avec nous. Je remercie aussi toutes les personnes, donc là, il y en a près de 220 qui se sont déclarées intéressées, et depuis la France et même de l'étranger. Et je remercie aussi l'équipe du CEMA que vous avez en visio et qui est présente pour vous écouter et donner un support visuel lorsque vous allez pouvoir vous exprimer. Alors, avant de vous écouter, j'aurais voulu juste préciser les raisons qui font que le CEMA et moi-même avons souhaité que votre parole puisse être entendue au moment même où le coronavirus a entraîné le confinement de près de la moitié de la population mondiale. Et les raisons de ce webinaire, avec vous, chère Jacqueline, ce sont d'abord des questions qui me sont notamment venues en relisant, alors, j'espère qu'on va aller voir votre premier ouvrage, L'esprit de la médiation, et votre dernier ouvrage, La médiation humaniste. Alors, la première de mes questions, c'est qu'est-ce que la médiation peut bien nous apporter durant cette crise historique qui est à la fois sanitaire, sociale, mondiale, économique, politique, anthropologique et même existentielle. Si accepter une médiation, c'est s'ouvrir à une transformation, c'est quelque chose que j'ai entendu de vous et que j'ai lu aussi, à quelle transformation sommes-nous appelés? Quelle est la place aussi des espaces d'écoute et de dialogue, des espaces de médiation dans notre société, confinée, et si j'ose un néologisme, coronavirée? Quelle est la place des tiers que sont les médiateurs durant cette pandémie? Comment chaque médiateur peut-il se tenir au milieu des Français, même confinés, et nous aider à prendre cette distance et cette hauteur grâce auquel la crise devient une opportunité de changement? Pour finir, et ce sera ma dernière question, quelle cathédrale, tant intérieure qu'extérieure, pouvons-nous construire ou reconstruire ensemble? Alors, je sais bien que toutes ces questions n'est plus sans doute pas toutes celles que les participants à ce webinaire peuvent déjà se poser et se poseront après votre conférence. En tous les cas, chère Jacqueline, je vous remercie. Nous vous remercions d'être parmi nous et nous vous écoutons. Bon, merci Catherine. Bon, cette invitation, je crois, est très significative. Comment partager maintenant, aujourd'hui, dans un temps de crise, l'essentiel? Nous sommes en train de toucher à l'essentiel. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que la médiation peut apporter aujourd'hui? Je répondrai en premier à un questionnement. Nous avons imaginé avoir des réponses. Et de plus en plus, des réponses à tout. Nous avions la prétention de pouvoir contrôler de plus en plus notre destin, notre avenir, le monde. Et brutalement, nous sommes tombés de très haut. Alors, qu'est-ce que c'est ce très haut? C'était un rêve que, enfin, l'homme avait la capacité de pouvoir, ici et maintenant, gérer son avenir, son devenir, son présent. J'étais très impliquée avec l'UNESCO autour de l'an 2000 et en 1999, David Adams, qui était responsable de développer l'année de la paix pour l'UNESCO, tout le programme, avait demandé de participer. Lui était américain et il était absolument convaincu que l'Amérique allait pouvoir imposer, développer la paix dans le monde. Nous savons ce qui s'est passé très rapidement après. La Première Guerre, l'Irak, etc., etc. C'était déjà pour moi l'évidence du besoin d'ouvrir ces certitudes à un questionnement. Moi je sais, ou bien moi je ne sais pas.
Nous sommes dans l'essentiel. J'ai rencontré tout de suite cette illusion, mais cette illusion dangereuse. Et nous sommes aujourd'hui en face du résultat de cette illusion. Cette illusion qui nous a amenés à cet effondrement. Nous sachions, nous avions la possibilité de pouvoir gérer notre avenir. Nous en sommes même arrivés à concevoir l'homme robot. Pourquoi pas? Même devenir éternel. La superbe de l'homme est devenue telle que nous avions besoin, on peut dire, d'un événement volcanique, d'une éruption, de quelque chose d'énorme pour nous réveiller et nous faire prendre conscience. Pourquoi et comment nous en sommes arrivés ici aujourd'hui. Il y a, je ne sais plus, plus de 30 ans, tout a déjà été prévu. L'arrivée de cette pandémie a été prévue scientifiquement. Naturellement, nous l'avions ignoré, nous l'avons refusé. Et nous n'avons pas pu l'éviter. La destruction de la planète, de notre écosystème, on nous l'a répété, répété, répété. Non, non. Nous avons continué à créer des océans de plastique dans l'océan. Dans l'océan Atlantique, il y a une île de plastique équivalente à la superficie de la France. Mais non, nous continuons à toujours avancer, aller toujours plus loin dans notre folie, dans cette illusion de contrôler le monde. Et nous en sommes arrivés à cette pandémie. D'abord, on a cru, oh, c'était les Chinois. Ça ne va pas venir jusqu'à nous. Ils ont fait des erreurs, etc. Nous, non. Et surtout l'Europe, on est quand même très fort. On a construit une île de bien-être, une île de confort, une île de... etc. Non. Comment arriver aujourd'hui, à travers l'effondrement que nous vivons, à nous réveiller? C'est la grande question. Ce fameux contrôle, il n'y avait que nos peurs maintenant. Cette confrontation avec la mort, avec ces incertitudes permanentes, qui pouvaient enfin nous faire prendre conscience de la réalité. Cette réalité, elle est tout à fait étonnante, parce qu'elle nous a, à travers nos peurs, à travers cette déconstruction de ce que nous avons construit, nous confronter enfin au besoin d'un autre regard. C'est le titre de mon dernier livre, La médiation humaniste, un autre regard. Cet autre regard, il est vital. Nous sommes devenus aveugles. Vous vous souvenez tous de l'histoire d'Œdipe. Il avait épousé sa mère, il avait tué son père, il ne savait pas. Et tout d'un coup, ses yeux ont dû s'ouvrir. Et complètement paniqué de ce qu'il découvrait, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est aveuglé pour pouvoir oser entrer dans sa vérité, pour pouvoir essayer d'apprendre à voir. Tout ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est enfin de pouvoir accepter de voir.
de ne pas faire semblant, de ne pas éviter, de rencontrer la réalité. Naturellement, disons, ce nouveau regard ne peut être le fruit que d'un bouleversement total. Et nous sommes dans ce bouleversement. Il y a un livre italien qui vient d'être publié qui s'appelle « La déconstruction ». Nous, le titre, c'est « Nous, les enfants de la déconstruction ». Alors la déconstruction, elle a commencé il y a longtemps déjà. Elle n'est pas nouvelle. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour construire ces civilisations. Elles nous ont coûté beaucoup de temps. Et petit à petit, malgré toutes nos crises, nous sommes arrivés à quelque chose qui est pas mal. On a quand même beaucoup amélioré le sort de cette humanité. Il y a des progrès extraordinaires qui ont été faits. Mais humanité, qu'est-ce que ça veut dire être humain? Est-ce que c'est quelque chose que nous avons oublié? L'humain, c'est d'abord la capacité, peut-être, de reconnaître notre faiblesse, de se rencontrer dans notre faiblesse, et non pas dans ce pouvoir, dans ce contrôle que nous avons voulu absolument exercer. Un peu d'humilité, humus, la terre, revenir à l'essentiel. Cette déconstruction de ce que nous avons mis tellement de milliers d'années à construire, comment peut-on aujourd'hui pouvoir l'imaginer? Et là, c'est véritablement un énorme effort. Mais un effort comment? Moi seul, je ne peux rien faire. C'est un effort de solidarité. C'est un effort ensemble. C'est une prise de conscience ensemble. Reconnaître enfin où nous en sommes. Vous savez-vous ce qui s'est passé en Australie? Cette chaleur, tout d'un coup. Les incendies partout. Mais non, leur président refusait absolument d'accepter qu'il y avait, du point de vue planétaire, un certain danger. Tout allait très bien, Madame la Marquise. Eh bien non, finalement, tout ne va pas très bien, Madame la Marquise. Ça a commencé comme ça, c'était un signe. Mais on n'a toujours pas entendu, on était encore sourds. Pour tous les efforts des écologistes, pour crier, pour hurler, attention, attention, vous vous autodestruisez. Ben non. Oh, on fait des petits signes, on fait des petits efforts. Comme si on leur donnait un petit peu la charité, au lieu de mettre au premier plan ce qui doit être au premier plan. Alors cette fameuse déconstruction, cet effondrement aujourd'hui, effondrement particulièrement de nos certitudes, est complètement, aujourd'hui, devenu une évidence. Une évidence parce que ça nous touche individuellement chacun. Chacun, notre vie est changée. Chacun, nous nous trouvons seulement par rapport au quotidien, à travers ce confinement, en train de vivre peut-être un tout petit peu de ce qui est l'expérience en prison. Très souvent, nous pouvons encore vivre dans notre confort, même dans notre bien-être. Pas pour tout le monde. Ceux qui sont dans la rue, leur sœur ne s'est pas améliorée. J'ai beaucoup travaillé en prison, et particulièrement avec des détenus qui ne sortiront jamais de prison. Ils ont commis tellement de meurtres,
Ils ne sortiront jamais de prison. C'était pour moi un exemple extraordinaire de voir qui et comment arriver à s'en sortir le mieux. Un jour, je me trouvais avec une dizaine de détenus et parmi eux, un de ces détenus était très pâle, mais très calme. Il semblait très apaisé par rapport aux autres. J'ai donné la parole à chacun. Lui, il a dit « Je me réveille et je fais 7 heures de méditation par jour, le matin. Et j'en fais 6 heures le soir. 6 et 7, ça fait 13. 13 heures sur 24 heures, ça fait beaucoup. Mais c'était ces 13 heures qui lui donnaient la possibilité de vivre les 11 heures éveillées. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'il avait fait cet homme? Il avait découvert le bouddhisme, la méditation. Et il avait vécu un passage. Le passage de l'extérieur à l'intérieur. Nous avons développé une vie, pour le moins extérieure. Nous sommes complètement concentrés sur faire, faire, avoir, 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 métro, boulot, dodo, courir, courir, courir. Mais courir vers quoi? À la fin, c'est le mur. Il n'y a plus rien. Sauf si vous avez la foi. Alors, ce fameux rien, il n'est pas confortable. Mais non, nous continuons quand même à courir, courir, courir. Avoir toujours plus. Nous sommes devenus des animaux de consommation. Nous n'en avons peut-être pas la conscience. Moi, la première, je vais faire des courses, et bien finalement, je vais si souvent acheter quelque chose dont je n'ai absolument pas besoin. Même si j'en ai conscience. Nous sommes programmés. Nous n'en avons même pas la conscience. Nous sommes devenus esclaves. Esclaves d'un mythe. Mais ce mythe, il n'a pas un sens de rédemption. Ce sens que les anciens offraient à travers ces histoires, qui les ramenaient à l'essentiel, au sens de la vie. Alors cette course effrénée, 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 nous a conduit où? Finalement à un vide. Nous sommes tellement à l'extérieur que nous ne connaissons même plus l'intérieur. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur? On ne sait même pas qu'on a un intérieur. On connaît seulement ce rythme effréné où nous essayons toujours de plus en plus de nous sécuriser, de nous enfermer. Nous sommes une société qui vit à travers toutes les assurances. Nos portes sont cadenassées. Le nombre de numéros qu'il faut faire pour pouvoir entrer dans une porte, si vous ne les connaissez pas, le code, si vous n'avez pas le code, vous êtes fichu, vous restez à la porte. Moi, je suis à la campagne, je ne ferme pas ma porte. Mon fils, à la ferme, il fait la ferme jamais. Bizarre. Nous vivons dans la peur. Et nous courons toujours plus vite pour pouvoir avoir de plus en plus d'assurance. Assurance de quoi? D'une fiction. Nous sommes la société du vide. Et le vide, finalement, ce n'est pas confortable. On rêve toujours de ce plein. L'amour, c'est le plein. L'amour, c'est la relation, c'est la rencontre. C'est la beauté. Non, la société du vide.
la société de la peur, la société de l'angoisse. C'est pas nouveau, hein. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à une telle extrémité que nous ne pouvons plus reculer, ou bien nous faisons face et nous transformons nos bandes de vie, ou bien très rapidement nous allons nous détruire. Alors pour moi, c'est pas important, j'ai 85 ans, ça me cause aucun problème. Mais ça m'ennuie quand même beaucoup pour mes petits-enfants. Et comme j'en ai plusieurs, j'essaye au maximum de quand même leur donner des espaces où ils peuvent trouver la possibilité d'être. Alors être, qu'est-ce que ça veut dire être? Nous sommes complètement dans le paraître. C'est extraordinaire si vous allez dans les rues des villes. Vous n'avez que des magasins, et particulièrement que des magasins de fringues. L'homme a besoin sans arrêt de s'habiller. Pourquoi? Vous vous souvenez de l'histoire d'Adam et Ève? Ils ont eu un problème. Un jour, ils vivaient au paradis, ils se sont trouvés chassés du paradis. Et qu'est-ce qui s'est passé en premier? Eh bien, ils se sont vus nus et ils ont eu honte. Alors aujourd'hui, cette honte, on a oublié son origine. Mais nous essayons désespérément de la cacher. Et cacher quoi? C'est ce fameux vide. C'est cette peur. Cette peur dans les tripes si toutes nos assurances ne vont pas fonctionner. Et finalement, c'est peur de quoi? C'est peur de la mort. Aujourd'hui, c'est ça que nous avons rencontré. La mort. Le vide. L'angoisse. Or, chacun a son destin. Le mien a été intéressant. J'ai commencé ma vie par l'expérience de la mort. C'est elle qui m'a créé depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 23 ans. J'ai perdu toute ma famille et mon premier enfant. De la mort, comment arriver à trouver la vie? C'était le combat de toute ma vie. Comment du désespoir le plus total, du refus de vivre, j'en suis arrivée à vouloir vivre et à partager ce désir avec les autres. Ça s'apprend. La médiation humaniste est née de mon expérience de la mort, de ce combat. Devenir humain. Qu'est-ce que ça veut dire devenir humain, être humain? Je vous l'ai déjà dit, c'est d'abord accueillir nos faiblesses. C'est accueillir quelque part ce cri. C'est oser le partager. C'est oser utiliser ce mot compatir. J'aime beaucoup ce mot compatir. Compatirer, c'est souffrir avec l'autre. Chercher comment il est possible de retrouver cette humanité. Or, je ne vais pas la trouver dans les magasins. Je ne vais pas la trouver inscrite dans les programmes, dans les sous-titres et les titres, tout ce que l'on nous donne à la télévision. Je n'ai pas la télévision moi-même, mais enfin, je sais quand même un peu comment ça marche.
qu'est-ce que ça veut dire? Apprendre à vivre. Alors là, il faut que je revienne aux anciens. Ils avaient découvert, ils avaient compris la tragédie de l'homme. L'homme qui garde cette capacité permanente d'autodestruction. Autodestruction, malgré son désir, sa volonté de vivre. Alors cette quête de sagesse, ils l'ont mis à essayer de construire petit à petit des moyens pour arriver à s'en sortir. Mais ils avaient une certaine humilité. Il s'était construit un panthéon des dieux qui était absolument à l'image des hommes. Que ce soit Zeus, Apollon, Athéna, etc. Bon, ils avaient tous les mêmes problèmes que nous, ils s'entretuaient, ils se détruisaient, ils s'aimaient, etc., etc. C'était le chaos comme le nôtre, quoi. Mais ils avaient quand même quelque chose de plus. C'est que ces dieux, ce panthéon, il habitait au ciel. Non pas sur cette terre, mais là-haut. Et que quelque part, il fallait créer une relation entre la terre, les hommes et le ciel. Alors comment ils ont fait pour créer ça? Ils ont cherché en eux-mêmes où il pourrait y avoir quelque forme de réponse. Quelle réponse? Qu'est-ce que je suis? Cette première question, je suis un corps d'abord. Ce corps, nous le connaissons tous. Il vit, il aime, il meurt, il crie, il chante, etc. Mais nous ne sommes pas seulement un corps. Nous avons ce que nous appelons une âme. C'est quelque chose qui nous différencie des animaux. Bien qu'une de mes petites filles disait que son cheval avait aussi une âme. Je ne peux pas vous en dire plus. Alors l'âme, c'est très bizarre, hein, c'est très difficile de la définir. Et quelque part, c'est ce quelque chose en nous qui nous fait vivre. Bon, les Grecs l'appelaient la psyché. Vous savez, tout ce que nous avons fait de cette dimension psychologique, tout ce qui est en principe relié à l'âme. Aujourd'hui, nous avons développé toute une science, une connaissance psychologique. Freud a eu beaucoup de disciples et bien d'autres. Et c'est très bien. Il y a tout un développement d'aides psychologiques qui sont très utiles, qui s'adressent à la psyché, les émotions. Mais est-ce que nous sommes seulement émotions? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a en chacun de vous une autre dimension, une aspiration, quelque chose que nous pouvons appeler les valeurs, par exemple. Vous avez pu réaliser à travers cette pandémie comment les valeurs sont intrinsèques à l'homme. Comment tant de personnes se sont dévouées nuit et jour, corps et âme, à essayer de sauver les autres. Tout un mouvement extraordinaire de solidarité. Donc il y a quelque chose de supérieur en l'homme.
une aspiration à quelque chose de plus élevé qui va au-delà des émotions. Et ce quelque chose de plus élevé, les anciens l'appelaient l'esprit, nous. Alors l'esprit, ce n'est pas l'esprit qui fait tourner les tables. Ce n'est pas du tout nécessairement la religion. Comme vous le savez, la religion, elle pouvait être très, très différente. Hein. Le dieu Zeus, etc., etc. Mais tout ce que les religions ont essayé de reprendre, c'est une dimension supérieure de l'homme, on va dire métaphysique. C'est quelque chose qui reconnaît en nous un besoin de toucher un essentiel. Essentiel qui peu à peu peut donner un sens à notre vie, peut donner un sens à la mort. Et ils avaient conçu cette trilogie, corps, âme, esprit. Et toute leur évolution a été basée sur le développement de ces trois dimensions. Or, c'est à travers cette troisième dimension que l'on peut rencontrer la mort. Et que l'on peut rencontrer la mort autrement. Parce qu'elle prend un sens. Et un sens d'éternité. Comme aujourd'hui, très souvent, nous avons évacué la religion, il nous est difficile de donner un sens. La religion, c'était avant et surtout une forme de discipline, de mode d'être qui nous donnait des repères et des repères ensemble, dans la solidarité. La foi appartenait très souvent à une minorité, la véritable foi. Mais ce n'était pas important. Il y avait cette dimension supérieure de l'être qui nous ouvrait, je vais dire, à l'espérance, qui ouvrait à la possibilité de croire dans l'immortalité de l'âme, qui nous donnait la possibilité de croire que la mort n'est pas une fin. Et peut-être est-ce un des défis essentiels de cette rencontre avec la mort, de découvrir une nouvelle relation avec la mort. Comme je vous l'ai dit, pour moi, cela a été le défi de ma vie. Découvrir que la mort fait partie de la vie, que nous portons en permanence ces deux faces, et la mort et la vie. Depuis notre naissance, nos cellules se désintègrent, nous sommes déjà en décomposition, recomposition, etc. Arriver à accueillir que nous sommes une identité double. Parce que qu'est-ce que nous avons fait de la mort dans cette société? Nous l'avons évacuée. Nous faisons comme si elle n'existait pas. Et quand elle vient, très vite on la cache, on la descend à la morgue, et puis on essaye de l'oublier. Mais en fait, ça ne marche pas. Parce que le corps de l'homme reste quand même un corps humain. Le grand problème, et peut-être le grand apprentissage de cette pandémie, est de nous ouvrir à un autre regard sur la mort et découvrir quel est notre ami, quelle est cette partie de nous-mêmes, et que nous pouvons, à travers cette nouvelle relation, vivre peut-être la pandémie différemment.
et non pas dans l'horreur permanente de l'angoisse, de pouvoir d'un moment à l'autre vivre, accueillir le fameux coronavirus. Ainsi, cette pandémie est une offrande extraordinaire pour nous réveiller à chercher, à retrouver la complétude de nous-mêmes, de notre être. To be or not to be. Bon, Shakespeare avait tout dit en 2 mots. C'est tellement simple, c'est trop simple. On l'a oublié. Mais en fait, c'est pas du tout simple. Être. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous l'avons oublié, puisque nous sommes tout le temps dans le faire, avoir, avoir, avoir. Il y a vraiment, il y a un humour dans la vie extraordinaire. Quand la nouvelle de cette pandémie est arrivée, qu'est-ce qui a disparu le plus rapidement possible dans les supermarchés? Le papier toilette. Intéressant. Et beaucoup plus dans les quartiers, disons, on va dire, bourgeois. C'était tout à fait étonnant. Ma fille m'a dit, ah ben il n'y en a plus. C'est extraordinaire. Il y a eu de véritables batailles. Les gens se sont battus dans les supermarchés pour avoir du papier toilette. Mais si vous allez au contraire, dans les supermarchés, on va dire, pour les fauchés, eh ben non, il y avait tout le papier toilette que vous vouliez. C'est bizarre et tout ça. Ça nous dit un certain nombre de choses. Plus on a peur pour notre confort, pour tous nos avantages. Alors là, ça ouvre complètement la porte à l'accueil. Je veux dire l'accueil des migrants. Nous avons tous été migrants un jour, il y a très longtemps. Quand, j'en sais rien. Hein. Nos ancêtres, les Gaulois ou les autres. Hein. Apprendre à devenir humain. Est-ce que nous pouvons commencer par le commencement? Et apprendre à devenir humain, c'est d'apprendre déjà à accueillir notre faiblesse, à la reconnaître, à la partager. Et peut-être, sans attendre qu'il y ait des catastrophes, à s'aider les uns les autres. Il y a beaucoup de gens qui le font. Mais il nous reste quand même, à travers les modes de fonctionnement de nos gouvernements, une ignorance effroyable de où sont les priorités. Alors, je ne veux pas continuer avec ce développement, cette énumération, si vous voulez, d'urgence, de besoins que nous avons. Mais si nous avons la capacité d'accueillir nos failles, d'ouvrir les yeux, où je suis, moi, ici et maintenant, d'essayer de rendre la place à ces 3 dimensions qui sont en moi, ce corps, cette âme et ces dimensions supérieures, en pouvant nous relier et être ce lien nous-mêmes entre la terre et le ciel. J'aimerais vous proposer un exercice, mais on n'a pas le temps de le faire. Je l'appelle l'exercice de la verticalité. C'est très simple. Vous mettez debout. Le mieux, c'est d'être dans la nature, les pieds bien reliés dans la terre, et vous sentez que votre tête essaye de toucher le ciel.
Et là, vous fermez les yeux. Et en fermant les yeux, vous essayez de faire silence de toutes ces pensées géniales que vous pouvez avoir dans votre tête. N'oubliez pas que ce sont nos pensées qui créent le bazar. Hein. Alors, si vous pouvez déjà, au moins pour quelques minutes, faire dans votre confinement, juste ce temps de silence, les yeux fermés, les pieds bien enracinés, la tête qui touche pratiquement le ciel, c'est-à-dire qui cherche la lumière, vous videz la tête hein, et vous faites silence à l'intérieur de vous. Et vous essayez à travers ce silence de découvrir tout d'un coup qu'il n'y a pas de l'extérieur, mais que vous avez une maison intérieure. Tout d'un coup, vous avez ouvert la porte sur un autre espace secret. Alors vous essayez d'y rentrer, de le pénétrer, cet espace. C'est une maison intérieure que vous aviez toujours eue, mais si souvent vous aviez, ou parfois toujours, ignoré, parce que vous êtes tellement affairé à l'extérieur. Alors, comme vous le savez, l'extérieur, il peut devenir insupportable. Si vous seulement découvrez, à travers ce moment, que vous ayez à l'intérieur de vous un trésor, cette maison intérieure, vous ouvrez la porte sur, on peut dire, l'infini, sur un autre espace, illimité, un mystère. Vous pouvez accueillir ce mystère que vous êtes à vous-même. Et de ce mystère, vous pouvez peu à peu chercher à trouver un sens, mais pas avec votre tête, avec votre âme, à travers cet esprit, avec cette dimension supérieure qui vous permet de toucher le ciel. Nous avons tous tellement besoin de lumière, particulièrement aujourd'hui. Nous sommes comme des petits enfants aujourd'hui. On a peur des ténèbres, on a peur de la mort. C'était très bizarre. Le premier soir, quand à 12 ans, on m'a appris la mort de ma mère, tout d'un coup, je ne peux plus dormir. La nuit était devenue tellement dangereuse. Ces ténèbres. Donc, ce sont les ténèbres qui nous ravagent. Nous avons besoin de retrouver la lumière. Et ça ne peut être qu'à travers un exercice permanent, une quête pour changer nos habitudes, redevenir humains et humains ensemble. La médiation humaniste que j'ai développée, c'est tout à fait par hasard. Moi, je ne connaissais absolument rien à la médiation et à la justice quand je me suis trouvée chargée de créer la médiation pénale. Ce n'est pas l'archéologie, mais en principe, si, c'est l'archéologie qui m'a tout appris. Parce que l'archéologie m'avait appris à creuser la terre, à creuser, aller dans les fondations. C'est ça que je vous propose aujourd'hui. Essayez d'aller dans vos fondations, de retrouver l'essentiel. Et de cet essentiel, initier à renaître. Nous avons tous besoin d'une reconstruction. Reconstruction pour une nouvelle vie, mais une nouvelle vie planétaire. Et nous avons beaucoup de travail sur la planche, hein, parce qu'il faut reconstruire notre planète, tout ce que nous avons détruit. Reconstruire les hommes, reconstruire la relation. Comment est-ce que nous pouvons oser refuser tous ceux qui crient à nos frontières et qui ont besoin de se sauver? Si l'évolution continue, naturellement, comme elle va continuer,
Qu'est-ce qui va se passer bientôt? Nous serons des migrants aussi. Parce que nous aurons complètement asséché toutes nos terres. Où est-ce que nous allons finalement nous réfugier? Alors, peuple de migrants et peuple d'espérance, tous ensemble, nous pouvons changer le monde. Mais tous ensemble. Une petite goutte, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Dans mon premier livre, L'esprit de la médiation, j'avais terminé avec une illustration. C'est la danse de Matisse. Elle est très symbolique, cette danse de Matisse. Ce sont tous les hommes qui se donnent la main et qui entourent la terre. C'est ça aujourd'hui que nous avons besoin de faire. Nous avons besoin de gagner la vie sur la mort. Alors, nous ne pouvons pas nous endormir. Mais ensemble, avec toute l'humilité, revenons à Humus, la terre, la nature, osons tirer toutes les merveilles, les trésors que nous avons chacun en nous-mêmes pour pouvoir enfin initier un chemin de reconstruction, une nouvelle vie d'espérance. Merci. J'ai parlé trop longtemps. Non, c'est très bien, Jacqueline. Bon, c'est très bien. Est-ce Voilà. que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Et vous m'entendez, c'est très bien. Ah oui, je vous entends. Et alors, c'est parfait. Vous avez parlé à peu près 50 minutes. Ah bon, c'est trop long, ça, alors? Non, pas du tout, parce que franchement, bon, j'imagine, je ne suis pas la seule et je vois certains commentaires. Et c'était, comme d'habitude, c'était à la fois d'une profondeur exceptionnelle et d'une élévation exceptionnelle. Donc, merci infiniment pour ce temps et cette parole qui nous permet de mieux comprendre aussi les mystères de la vie. À travers ce coronavirus, on est aussi confronté à ces mystères. Il y a quelques questions qui ont été formulées, parce que j'ai l'impression que tout le monde était suspendu à vos lèvres. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une lumière qui descend sur vous et on a l'impression qu'il y a une aura qui jaillit. Donc, c'est assez intéressant comme phénomène visuellement. Non, mais c'était très bien la lumière. Hein. On avait l'impression qu'il y avait un esprit qui s'incarnait et qui nous amenait la bonne parole. Donc, c'est magnifique. Je suis vraiment personnellement ravie. Alors, il y a quelques questions. On a un petit peu de temps, il est 7h08. J'aimerais qu'on arrête 1 minute avant 20h pour pouvoir ensuite laisser à 20h les applaudissements se manifester, qu'on puisse tous aussi aller applaudir, après avoir applaudi Jacqueline, à nos façons, aller applaudir les personnels soignants et toutes les personnes qui, justement, se dévouent et qui sont dans cette solidarité. Donc, il nous reste quand même à peu près 50 minutes. Vers 7h50, je ferai une conclusion. Donc, on a un petit peu de temps pour les questions. Alors, il y a une personne qui nous dit qui est ce nous que mentionne si souvent Jacqueline. Nous, alors, quand on l'entend, peut-être, c'est pas forcément très clair. Quand on le voit, ça peut être plus le nous, N-O-U-S, de la Grèce antique. Est-ce que vous voulez dire un petit mot là-dessus, puis après, je passerai l'ensemble des questions, si vous voulez bien? C'est le nous grec, c'est l'esprit. C'est cette troisième dimension de l'homme, corps, âme, esprit. C'est cette dimension supérieure de l'homme où chacun d'entre nous trouve le meilleur de lui-même. C'est celle qui nous permet même de devenir des héros, qui a permis à tous ces médecins, tous ceux qui ont travaillé dans les hôpitaux, depuis les brancardiers jusqu'à l'anesthésiste, etc., la femme de ménage, etc., de devenir des héros. Parce qu'ils étaient guidés par quelque chose qui les dépassait, par un élan. C'est tout, c'est ça le nous. C'est cette dimension. Alors, naturellement, le spirituel est lié toujours, pour la majorité des gens, à une dimension religieuse. Mais ce n'est pas la réalité.
Le spirituel existe dans chacun d'entre nous. Que vous soyez athée ou pas, ça n'a aucune importance. Cette dimension supérieure, elle existe. Et c'est à nous de lui donner sa place. Merci Jacqueline. Alors, une petite question qui est en lien avec cette question sur le nous, c'est quelle est la différence entre l'âme et l'esprit selon vous? On voit qu'on est dans des questions essentielles et assez élevées. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit selon vous? Bon, alors là, on pourrait aller dans de très longues discussions. Je vais vraiment simplifier. Oui. Si je prends l'âme en tant que psyché, c'est la dimension de la psyché psychologique, des émotions. C'est cette dimension bien humaine qui existe dans chacun d'entre nous et qui nous guide, qui nous fait agir sans arrêt, qui finalement, si elle n'a pas la possibilité d'une complémentarité avec la dimension supérieure de nous, eh bien, elle crée le bazar, elle crée le chaos. Parce que nous sommes guidés finalement par les instincts bon, qui sont très liés à notre corps et qui, à travers les émotions, transforment notre vie comme les esclaves de ces émotions. Et le nous, l'instance supérieure, c'est à travers ces fameuses valeurs, cette aspiration à devenir des héros, contrebalance la dimension des émotions. Et dans la médiation humaniste, nous faisons un travail très centré et très précis sur justement ce passage de l'un à l'autre. Si ces deux dimensions ne sont pas complémentaires, il ne peut pas y avoir médiation finalement, parce qu'il n'y a pas réponse du plus profond de l'être. La réponse seulement au niveau psychologique ne va pas être suffisante dans la majorité des cas. Merci Jacqueline. Alors, une question, vraiment, je n'ai pas forcément très bien compris la question sur le nous que j'avais lu par rapport à l'esprit grec. C'était aussi une question peut-être plus simple, mais pas forcément. Et ce nous, N-O-U-S, première personne du pluriel. Vous parlez. Qui est ce nous? Ce nous, ce nous, c'est le contraire du moi-je. Nous sommes une société qui est centrée complètement sur l'égocentrisme. L'ego, c'est le fameux moi-je. C'est tout à fait opposé au nous ensemble. Nous avons créé une société, et nous le voyons très bien, hein, nous sommes absolument dirigés, la majorité de ceux qui nous gouvernent, les horreurs que nous pouvons voir dans les comportements, sont complètement liées à ce fameux moi-je. Quand on voit, bon, je ne vais pas faire de politique, mais les décisions de Trump, etc., c'est l'ego, soi-disant, par rapport seulement à son pays, ignore complètement la réalité des autres. On est prêt à détruire l'équilibre mondial pour essayer de protéger un petit quelque chose chez soi. C'est une bataille d'ego. Mais ça, c'est notre bataille individuelle. Chacun d'entre nous, pour exister, nous avons besoin de cet ego. Mais quelle place lui laissons-nous? Très souvent, il va se développer et prendre une place dominante. Nous avons créé la société, une société égocentrique, ce qui signifie aussi la société de la peur. Parce que cet ego, il n'aura jamais l'assurance totale qu'il cherche, pouvoir, bon, en fait, être complètement protégé, immortel, etc. Non. C'est la bataille de l'ego. Cette bataille de l'ego renvoie à une autre question sur la notion de solidarité. Comment est-ce qu'on peut s'assurer
que c'est bien une solidarité forte qui va pouvoir émerger. Je crois que c'est la souffrance qui seule peut être notre enseignement. Et c'est tout à fait étonnant comment cette souffrance aujourd'hui, elle a déjà parlé. Comment les Français, qui sont considérés comme très individualistes, les Français, immédiatement, quand il y a un drame, tout d'un coup, il y a une générosité, le meilleur d'eux-mêmes sort. Ils s'entraident, etc. On voit ce qui vient de se passer. Tandis qu'autrement, chacun pour soi. Donc la souffrance est un don aujourd'hui. Cette confrontation avec la mort est un cadeau pour nous aider à essayer de vivre, à de redevenir humains, à cette solidarité qui est la seule qui peut nous permettre de renaître. Si nous continuons à être sur ce fameux chemin, moi pour moi, etc., chaque pays pour soi, etc., bon, tout le projet de la communauté européenne a été autre. Elle est en danger dans son esprit en ce moment. Parce que si chaque pays veut tirer la couverture à soi, on ne s'en sort pas. Et surtout fermer nos frontières. C'est tout. Merci, Nous Jacqueline. avons un beau programme. Oui, merci. Alors, une question un petit peu plus générale, mais qui renvoie directement à la médiation. Quelle est pour vous, vous avez beaucoup parlé bien évidemment, parce que vous êtes la fondatrice de la médiation humaniste, quelle est pour vous la différence entre la médiation humaniste et la médiation tout court? Cette question, elle est fondamentale, parce que la médiation s'est développée dès les années 70 dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et au Canada. Donc, ils ont été les pionniers de la médiation et ils ont fait un très beau travail. Bon, elle avait déjà été initiée par les Ménonites bien avant, etc. Mais elle a pris corps dans les années 70. Et elle s'est appelée la Conflict Resolution, c'est-à-dire la résolution du conflit. Donc, la médiation a pour objectif la résolution du conflit. Alors, moi, qui connaissais absolument rien à la médiation, quand je me suis trouvée chargée de la médiation pour le parquet de Paris, qu'est-ce que j'ai fait? La justice, très généreusement, nous a donné, pour initier notre expérience, la responsabilité de recevoir les cas qui venaient de la 7e section du parquet. C'était la section qui recevait les cas de violence. C'était très généreux de la part de la justice, les cas les plus faciles. Alors, vous pouvez imaginer quelqu'un comme moi qui ne sait rien du fonctionnement de la justice. Quand je me trouve avec un médiateur à côté de moi pour me donner un coup de main, en face de 2 personnes qui ont essayé soit de s'entretuer verbalement, même parfois physiquement, etc. Qu'est-ce que je fais? C'est la résolution du conflit que j'ai besoin de chercher. Eh bien non, je me suis trouvée absolument directement en face de ce que je connaissais très bien. Ce qui se passait sur la scène de la tragédie grecque. Comme je vous l'ai dit, les Grecs ont fait un gros travail pour nous. Et en principe, nous sommes les héritiers des Grecs, bien que nous les oublions de plus en plus maintenant, pour essayer sans arrêt de puiser dans le monde anglo-saxon pour retrouver nos repères. C'est quand même très dommage. Parce que cette sagesse, on ne la reçoit absolument pas de l'autre côté. On reçoit bien autre chose. Comment arriver à devenir un robot finalement? Mais cette sagesse, comment est-ce qu'ils essayaient quelque part de répondre? D'abord, l'accueil de la réalité, l'accueil de la tragédie de l'homme, reconnaître
le destin tragique de l'homme. Et pour ça, ils ont créé une scène, un théâtre, où ils représentaient, à travers des mythes, des situations tragiques. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Oedipe. Bon, hein, c'est une situation quand même, heureusement, pas banale. Mais il y en a bien d'autres. Il y a Médée, cette mère qui devait tuer ses enfants. Et donc, sur la scène tragique, pendant 3 heures, elle va hurler son désespoir de devoir tuer ses enfants. Les Grecs ont créé l'espace de la réalité tragique de l'homme pour donner la possibilité de rencontrer la tragédie de chacun. Ça ne va pas nécessairement, heureusement, l'histoire ni de Médée, ni d'Oedipe. Mais pour chacun, ce que nous vivons est tragique à notre façon. Même parfois des toutes petites choses. On n'a aucune idée. Et tout ce que j'ai découvert, c'est que j'étais en face de moi, en face de la tragédie grecque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de répondre avec les outils de la tragédie grecque. Et la tragédie grecque a un développement, plusieurs phases, la théoria, la crisis et la catharsis. Ce sont les 3 étapes de la médiation. Donc, j'ai offert à la médiation l'espace donné dans chacune de ces phases. La théoria, l'accueil d'abord, l'énoncé du problème. La crisis, l'accueil de la confrontation des 2 cris. Alors ça, ce n'est pas très souvent, c'est même extrêmement rare que ce soit accepté, parce que ça fait trop peur. Il faut pouvoir être capable, et pour ça il faut une véritable formation, accueillir les 2 cris, les 2 violences, et leur donner tout leur espace. Et les médiateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être comme les choreutes, ceux qui, on va dire, géraient la tragédie grecque pour accompagner les 2 personnes qui voulaient s'entretuer, pour les guider. Donc, les médiateurs ont pris la place des choreutes, du cœur, voilà. Et puis, la catharsis, qu'est-ce que c'est? La catharsis, ça veut dire purification, ça veut dire transformation, renaissance. Et c'est à arriver à une transformation, un retournement de la situation, où chacun va tout d'un coup découvrir une autre vision de la situation. Avant, naturellement, je voyais l'autre comme un monstre, et moi j'avais raison, etc., etc. Peu à peu, chacun a un autre regard. Ce fameux autre regard que j'ai repris pour la médiation humaniste. Puisque j'ai un autre regard, je ne vois plus la situation de la même façon. Mon comportement va changer. Et de ce changement de comportement, il y a une possibilité, non pas de solution. La médiation humaniste ne cherche pas une solution. Elle cherche un point de rencontre où chacun va pouvoir découvrir que le début de transformation qui vient d'être vécu durant cette médiation, eh bien, ils ont besoin de bosser pour continuer à le vivre. C'est une éducation. La fin d'une médiation humaniste n'est pas du tout une fin en soi. Ce n'est pas la résolution du conflit. Bon, il peut y avoir quelques sous à donner plus à l'autre, ou etc. Tout ça, ça se fait, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce changement de regard, ce changement de comportement. Et vous pouvez imaginer, par exemple, avec tous les couples qui s'entre-déchirent, la différence que cela fait. Ils ne vont pas nécessairement revenir ensemble du tout, mais ils ne vont plus se faire la guerre. Ils vont pouvoir collaborer, ils vont pouvoir, etc. Quel cadeau!
que d'enfants vont pouvoir être sauvés à travers cette transformation des parents. C'est tout. Quelle était la question? Je ne sais plus. Oui, bah, moi non plus, mais c'est pas grave. Merci pour votre réponse parce que ça répond également à une question que j'ai vue passer qui demandait, c'est une question qui est souvent posée, la différence entre médiation humaniste, et notamment médiation, conciliation, solution, et médiation humaniste plus axée sur la relation. Vous avez beaucoup parlé de la souffrance et de la tragédie. Il y a une question qui est comment ne pas avoir peur face au monde dans lequel nos enfants seront amenés à vivre. Mais il n'est pas question de ne pas avoir peur. Moi, j'ai peur pour mes petits-enfants. Il est question d'accueillir nos peurs et d'œuvrer pour changer ce monde futur. C'est-à-dire, je ne peux pas compter sur l'autre et surtout pas sur la majorité de nos grands dirigeants. Je peux seulement compter sur moi-même. Commencer dès maintenant à faire quelque chose pour changer cet avenir. C'est la responsabilité de chacun. Bon, vous connaissez la fameuse histoire du colibri, hein? C'est chaque petite goutte d'eau qui vont petit à petit s'agglutiner, qui vont créer finalement cette fontaine de vie. Donc c'est vous, c'est à vous de changer l'avenir. C'est pas seulement à votre voisin. Si moi, à mon âge, je continue d'essayer de mettre mes petites gouttes d'eau comme je peux, c'est parce que j'y crois. Et parce que il n'y a pas d'autre solution pour moi. Pour moi, c'est une évidence. Nous avons vécu un rêve, une illusion. Elle est finie, notre illusion. Nous revenons à la réalité. Mais ensemble, cette réalité, elle peut se construire autrement que celle que l'on nous imposait à travers le devenir qui nous avait été créé et proposé. Merci Jacqueline. Une autre question qui, elle, est dans le chat concernant Marcel Mauss. Je lis, on comprend que notre existence s'inscrit au cœur de nombreux cycles du demander, donner, recevoir et rendre. Qu'en pensez-vous et en médiation? Alors attendez, vous répétez ça, c'est un peu compliqué. Marcel Mauss, alors ça c'est la logique du don contre don. Avec rentrer en relation, ce serait demander, ce serait donner, recevoir et rendre. Avoir une relation fonctionnelle, ce serait pouvoir rentrer dans ce cycle du demander, donner, recevoir et rendre. Est-ce que vous pensez que notre existence s'inscrit au cœur de nombreux cycles de ce type-là, au regard de votre expérience en médiation humaniste? Est-ce que ça vous parle? Le cycle du don contre don. Bon, écoutez, moi j'ai une petite tête. J'ai du mal à comprendre tout ça. Ce que je comprends, c'est le langage du cœur. Le don, c'est juste votre cœur qui va répondre immédiatement au besoin qui est en face de vous. C'est pas compliqué. C'est pas une histoire théorique, don contre don, machin, etc. Moi, si je donne, j'attends pas qu'on me donne. Mais c'est très bizarre, en fait. Très souvent, je reçois. Je suis couverte de cadeaux, c'est étonnant, hein? Je me dis, oh, c'est quand même extraordinaire. Hein? Donc, l'histoire du don contre don, ça ne veut rien dire pour moi. C'est seulement l'élan le plus naturel du cœur, comme celui même de l'enfant. C'est simple. On fait des théories, on construit des trucs compliqués un peu pour tout. Bon, retournons à ce qui est le plus simple. La médiation humaniste, elle s'enseigne dès le plus jeune âge. Moi, tous mes petits-enfants, dès absolument, je peux dire leur naissance, je leur ai transmis. C'est un mode d'être. C'est un mode de relation à l'autre. C'est une, disons, une éducation permanente. Le sens de l'apprentissage de la médiation humaniste est en premier un chemin de connaissance et de vérité sur soi-même. De ce chemin très humble de connaissance et de vérité, vous allez petit à petit
moins vous fourvoyez dans vos relations avec les autres. D'abord avec vous-même. Alors, cessons toutes ces constructions très intello, très compliquées. Il y a mais X systèmes. Quand j'ai commencé, la médiation n'existait nulle part en France, ni en Europe. Tout était à créer. Alors, j'avoue que les anglo-saxons sont de grands commerciants. Moi, je ne le suis pas du tout. Donc, ma médiation humaniste, elle est restée toute petite. Bon, bien qu'elle ait été quand même très loin sur la Terre, mais eux, alors, ils ont tout envahi. Conflict resolution. Comme je vous l'ai dit, ils avaient la prétention de sauver le monde. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Ils font des choses très intéressantes. Il y a des gens très bien. Mais nous sommes tous, bon, les Européens, complètement comme ça, en admiration immédiatement quand un nouveau truc arrive des États-Unis. Et moi, ça m'amuse beaucoup. Alors, une des dernières denrées, c'est la médiation restaurative, réparatrice, etc. La médiation humaniste sa naissance, nécessairement, réparatrice et restaurative. S'il n'y a pas une réparation, une transformation, pour nous, il n'y a pas de médiation. Alors, pourquoi tout d'un coup ce bazar ? C'est très bien de développer encore plus cet aspect-là. Mais on reste complètement fascinés. Et en plus, ils nous font payer leur formation très chère. Mais ce sont des grands commerciaux. Vous voyez où ils en sont par rapport à nous. Et on se fait avoir tout le temps. Ce qui ne nie en rien les qualités de formation qu'il peut faire. Et il y a des gens très bien. Mais finissons cette exploitation. Et osons être quand même nous-mêmes. Revenir à nos véritables sources. Nous ne sommes pas complètement idiots pour attendre toujours de l'autre côté les réponses que nous cherchons. C'est pas très gentil ce que je viens de dire. Mais j'ai beaucoup d'amis américains qui sont merveilleux. Hein. Mais là, il y a un pouvoir qui me porte sur les nerfs, j'avoue. Je peux le dire. Bon. Alors, justement, il y a un petit peu de colère, ça c'est tout à fait bien. On a parlé de la peur et j'aimerais aussi qu'on parle de la joie. Et c'est une question de votre fameuse cité de la joie. Est-ce que c'est possible? On a quelques minutes avant de conclure. Vous savez, je suis une grande utopiste. Ma grande utopie, c'est que l'homme peut devenir heureux. Et aujourd'hui, particulièrement dans la situation où nous sommes, bon, j'ai imaginé de créer à l'endroit où je vis, dans la campagne, bon, c'est à 1 heure de Paris, en pleine campagne, un lieu d'accueil pour créer la Cité de la Joie. La Cité de la Joie, beaucoup d'entre vous la connaissent à travers le livre qui a été fait sur l'expérience de Mère Teresa. Comment transformer un bidonville à Calcutta en un lieu de joie. Alors, le lieu où j'habite, c'est bizarre, il s'appelle Binanville. Et je propose maintenant, j'ai commencé à créer un espace où on va pouvoir venir rencontrer, rester, partager des expériences multiples et diverses en lien avec cet apprentissage d'apprendre à être et à vivre ensemble. Alors, lieu communautaire, lieu de passage, lieu après médiation, lieu d'accueil pour créer cette cité nouvelle où nous pourrons peut-être retrouver en fait le paradis, ce fameux paradis perdu. Alors tout ça avec beaucoup d'humilité, mais c'est une réalité, c'est déjà un lieu, il y a déjà une structure et ce lieu va être très rapidement ouvert à toutes les bonnes volontés. Mais si quelqu'un est intéressé, vous pouvez tout de suite me contacter. Moi, j'accueille toutes les bonnes volontés. J'ai un premier couple qui est venu, ils n'en pouvaient plus, des jeunes. Bon, ils avaient tous un boulot. Ils n'en peuvent plus de leur boulot. Boulot, métro, dodo. Ils voulaient retourner à la nature, retrouver
bon, une vie en direct avec les sources même de la vie, eh bien, ils viennent ici pour vivre. Si on se met ensemble de plus en plus, on peut déjà créer, non pas un oasis, parce que ce sera ouvert à tout le monde, mais un exemple de ce qu'il est possible de faire. Alors venez à la Cité de la Joie, vous êtes tous invités. Merci Jacqueline. Si donc des personnes sont intéressées pour vous rejoindre dans cette Cité de la Joie, je propose nous on peut servir, le CEMA peut servir de relais, parce que c'est tout à fait dans l'axe aussi des maisons de la paix qu'on veut développer. Et donc on pourra, si vous nous écrivez, on pourra à ce moment-là relayer pour que vous puissiez être en contact direct avec Jacqueline et pouvoir développer cette Cité de la Joie à Binenville. Alors, je regarde, on a encore un petit peu de temps. Il y avait une autre question par laquelle peut-être j'aimerais finir. On constate aujourd'hui que le confinement ordonné par les pouvoirs publics contraint chacun de nous à un repli sur soi, en même temps qu'il semble révéler des solidarités insoupçonnées entre les individus autant qu'entre les pays. Comment expliquez-vous cet apparent paradoxe? C'est un cadeau, hein? C'est magnifique, parce que ce confinement, cet isolement, qui nous renvoie quelque part à vivre en prison, est une ouverture étonnante, parce qu'en premier lieu, elle nous confronte déjà à la nécessité d'essayer de découvrir que nous n'avons pas seulement une vie extérieure, mais que nous pouvons aussi avoir une vie intérieure. Cette vie intérieure, le plus souvent, nous ne lui avons pas donné d'espace. Et cette vie intérieure, elle est une nécessité pour bien vivre la vie extérieure. Ce que j'ai partagé avec vous par rapport à cet exercice de la verticalité, c'est ça. Découvrir que nous avons à l'intérieur de nous un trésor. Nous avons des possibilités illimitées de transformer notre quotidien, de le changer. Ce confinement est un cadeau pour se rencontrer, oser se rencontrer, oser se poser les fameuses grandes questions. Qui je suis, d'où je viens, où je vais. Revenir à tout ce qui peut donner un sens à notre vie. Donc profitons-en, profitons-en. Et ce mouvement de solidarité que cela crée, il est très clair. Cette solidarité, elle va au-delà des corps. C'est une solidarité des âmes et de nous, de l'esprit, de ce qu'il y a le plus élevé dans l'homme. Et c'est quand on commence à se relier à ce niveau-là que tout peut changer. C'est très beau. Bon, les Italiens qui ont souffert en premier, en Europe, de la fameuse pandémie, ils ont très vite créé des moyens de rencontre, de solidarité. Comme vous le savez, les Italiens sont très tactiles. Ils sont toujours, ils se touchent, ils s'embrassent, il y a beaucoup vraiment de rapports immédiats. Ils les ont plus naturellement. Ils sont séparés, etc. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire très rapidement? Se mettre sur leur balcon, à une certaine heure, tous se rencontrer, à chanter ensemble, à partager, etc., etc. Moi, je suis très liée à l'Italie parce que j'enseigne la médiation en Italie. C'est la justice qui m'a demandé de l'introduire en Italie, cette médiation humaniste, depuis plus de 20 ans. Et il y a énormément de générosité dans ce peuple. Mais comme nous, ils sont dans le chaos, naturellement, ils se sont perdus dans tout ce que vous voudrez. Mais là, ils retrouvent l'essentiel, le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est très beau. Et c'est ça le fruit de cette pandémie aujourd'hui, ici et maintenant. Il n'y a pas d'intermédiaire. La mort ou la vie. Et pour moi, les morts ne sont jamais morts.
Ils sont toujours avec moi. Il n'y a pas de séparation entre la mort et la vie. Essayons chacun de pouvoir peu à peu retrouver ce un. Ce un qui est la réponse à nos angoisses existentielles, à celle à laquelle la pandémie nous a confrontés aujourd'hui, la mort, et que ce soit la vie qui puisse toujours gagner. Merci, merci Jacqueline. Il est 19h40, donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, de conclure ce webinaire. Déjà, je vous remercie vraiment, et je crois que tout le monde vous remercie de ce temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Et puis, à travers cet autre regard sur l'avenir, pour conclure, si vous êtes d'accord, moi j'aimerais faire un bond de près de 2500 ans et revenir à quelqu'un que vous connaissez bien, à savoir à Héraclite, et à cette fameuse harmonie contraire qui ressort de votre discours. À vous entendre et à vous lire, il me semble que la perspective de la médiation humaniste, à travers vous, chère Jacqueline, offre un nouveau regard sur le désordre, le chaos et la mort. Ça montre quoi? Ça montre que le désordre, le chaos et la mort peuvent paradoxalement se transformer en ordre, en cosmos et en une nouvelle force de vie. Et parfois, vous l'avez dit, nous avons besoin de faire l'expérience de situations extraordinaires, tragiques, pour nous éveiller à un questionnement et voir les choses autrement. Et peut-être que ce que nous enseigne le Covid-19 de manière formidable et tragique, c'est que nous avons tous une communauté de destin, vous l'avez dit. D'un côté, nous nous découvrons tous vulnérables et de l'autre, nous nous découvrons tous frères. Et c'est un des objets d'ailleurs de la médiation, de nous découvrir bel et bien en lien et de découvrir que finalement, nous avons tous intérêt à ce que cette interdépendance soit la plus solidaire possible. Et en vous écoutant, chère Jacqueline, je vois se décider un nouveau regard sur l'avenir où pourra pleinement s'accomplir les promesses de l'aube, pour reprendre un titre connu, la promesse de l'aube. Et quelles sont ces promesses? Celles précisément que moi j'ai pu expérimenter, que vous expérimentez aussi à travers la médiation humaniste et que tous les médiateurs peuvent expérimenter, ces promesses qui parfois s'accomplissent au terme d'un processus de médiation réussi. Quand les personnes se disent que la relation vaut la peine d'être vécue, quand les personnes découvrent que chacun peut offrir le meilleur de lui-même à partir du moment où quelqu'un veut bien entendre son cri, entendre sa souffrance et croire en lui avec courage, avec patience et amour, au sens de philia chez les Grecs. Alors, si contagion il y a et que nous en venions tous à être contaminés, j'aimerais faire un vœu. J'espère que cette contagion sera celle d'un nouvel humanisme fondé sur l'altérité et que c'est collectivement, par l'écoute et le dialogue, que nous pourrons construire une culture de la paix avec soi, mais aussi avec les autres et surtout, comme vous l'avez dit, avec le monde, parce qu'il faut bien qu'il y ait des autres et il faut bien qu'il y ait un monde pour que chacun puisse exister pleinement. Chère Jacqueline, je vous remercie infiniment pour ce temps avec nous. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais je crois qu'on en a repris l'essentiel, en tout cas j'espère. Et tout le monde, écoutez, je vous souhaite de poursuivre ce temps de confinement du mieux possible. En tous les cas, on se retrouvera après et peut-être, je l'espère, en chair et en os. Et je vous souhaite à tous le meilleur pour vous et vos proches. Et encore merci à vous, chère Jacqueline. Merci à tous les participants. Merci à l'équipe du CEMA qui a permis cette réalisation, notamment notre secrétaire générale Hélène Toumier, sans qui rien n'aurait été possible. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Comme ça, on va pouvoir, d'ici un quart d'heure, aller applaudir tous nos héros modernes qui nous aident à traverser cette pandémie. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et à très bientôt, j'espère.